Bonjour et bienvenue dans What ou Pop, l'émission qui vous apprend à manger du bourgeois tous les jeudis des semaines paires. Alors cette semaine c'est le temps, c'est la France à Macron qui a failli nous manger avec cette canicule atroce. On n'a aucun glaçon sur la tête, c'est vraiment horrible, mais c'est pas grave, on a réussi à survivre et on a autour de la table et en ligne de multiples personnes. Bien le bonjour Arthur. Ah, et en plus ça je te dis bonjour au moment où tu bois de l'eau. Ah oui, bonjour. Bonjour. On a Jeanne qui est de retour au studio après un long moment d'absence. Bien le bonjour Jeanne. Bonsoir. Et on a Edoui Pleiner qui est à la technique. Bonjour. Bonsoir. Alors en ligne, on a Yurigan qui est là. Est-ce que tu nous entends bien ? Ouais, je vous entends nickel et vous, c'est ok ? C'est ok, c'est carrément ok. Et on a un bénévole de Pulsar qui est là et qui a rejoint notre émission pour aujourd'hui, pourquoi pas pour de prochaines. C'est Lubin. Bien le bonjour, est-ce que tu nous entends bien ? Bonsoir à tous, je vous entends super, c'est nickel. Eh ben c'est trop bien. Aujourd'hui donc une émission un peu spéciale. On va écouter une interview que Lubin a fait il y a de ça quelques semaines, quelques mois. Que dis-je, c'était au moment des municipales. Tu nous présenteras ça dans quelques instants. Et tu avais fait notamment une interview auprès de Benoît Hamon. Qui avait soutenu Léonard Monconduit. Donc du coup on va pouvoir parler du concept de démocratie selon Benoît Hamon. En tout cas, avant ça, Arthur au départ devait préparer une chronique sur Vitalis, mais finalement t'as pas eu trop le temps, c'est pas grave. Mais est-ce que tu veux raconter quand même la péripétie que tu as vécue avec... Déjà, voilà, je voulais quand même parler de Vitalis, vu qu'on est parti du centre-ville avec Jeanne vers 17h45. On est arrivé sur le campus à 18h45, aucun bus. J'avais envie de me foutre en l'air. Le 1 qui ne passait pas, le 33 qui ne s'arrêtait pas. Bref, que des enfers. Donc le fait que tu fasses pas ta chronique Vitalis me brise le cœur et que j'avais vraiment envie de lâcher toute ma haine sur cette compagnie. Peut-être dans 2 semaines, il y aura une chronique Vitalis, mais en gros, ce qui s'est passé il y a de cela 2 jours déjà, c'était mardi, en pleine canicule. Alors, on n'avait pas, de base, on n'avait pas prévu qu'il y ait la canicule à ce moment-là quand on a décidé de cette date-là, mais avec une camarade, on s'est fait toutes les lignes, les 12 lignes de Vitalis. On est passé par la 1, la 2, la 3, puis on a fait la O, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16 et la 17. La journée la plus chaude, mardi. Et c'était très éprouvant, mais avec plusieurs critères, nous avons éli la plus bonne et la plus mauvaise ligne de Vitalis. Et alors alors, est-ce que je vous garde la surprise pendant 2 semaines ou est-ce que Essaye au moins de nous donner un petit indice pour qu'on cogite pendant 2 semaines. Un peu comme dans Slamatouva où toutes les semaines, il y a des sortes d'énigmes pour la semaine d'après. Le jeu des 10 mots sur Slamatouva à écouter tous les mardis 19 à 20h sur Radio Pulsar 95.9. Disons que la pire, c'est une des principales. Et la meilleure, on la prend pas souvent. Voilà, c'est un petit peu les petits indices que je peux vous laisser. Mais en tout cas, c'était éprouvant. On a failli faire plusieurs malaises et on adore ça. Mais surtout que tu marchais vite. En plus, tu étais déterminé sous cette chaleur pour avoir tes lignes. Alors, quand tu nous as croisés, c'est qu'on était en retard pour prendre une autre ligne. Alors, je dois bien l'avouer quand même, on a terminé en avance. Donc, bravo Vitalis quand même en ce point-là. Bien joué, GG. Mais on a eu 2 retards dans toute la journée. Voilà. Bon voilà, c'était le petit moment parenthèse Vitalis. Edoui, est-ce que tu veux faire ta chronique maintenant ou tu veux la faire en deuxième partie d'émission ? C'est parce que là, tu as annoncé en fait, avec notre invité à distance qu'il il voulait faire une chronique selon la démocratie, selon Benoît Hamon. Et moi, c'est plus sur le côté économie. Eh bien écoute, on y reviendra en seconde partie. C'est plus un deuxième sujet, donc je ne voudrais pas couper Voilà. C'est parfait. Je pense qu'on va d'abord commencer ça par la démocratie, ça peut être intéressant, mais peut-être qu'à la fin, l'éclairage de l'émission donnera en fait une cohérence à tout ça. Exactement. Il y a eu des news sur Benoît Hamon, je n'ai pas suivi. Bah tu vas voir. En fait, c'est pas tant des news, mais malgré tout, on n'a jamais entendu l'interview, donc ça va être le moment pour nous de réagir. Cette émission, c'est aussi pour déterrer un petit peu des vieux, des cadavres dans le placard, et peut-être c'est plutôt un cadavre dans le placard, Benoît Hamon, mais ça permettra peut-être de comprendre l'actualité avec l'histoire. En fait, c'est un peu ça, je pense, le mot de cette émission. Surtout que là, c'est une sacrée histoire. C'est nos racines même. C'était lors des municipales. Donc, Lubin, je vais te laisser la parole. Écoute, par quel heureux hasard as-tu fait cette interview de Benoît Hamon ? Eh bien, en fait, Benoît Hamon, à l'occasion des municipales, il était à Poitiers le vendredi 27 février pour soutenir Léonard Monconduit, comme il l'a affirmé le soir même lors du rassemblement organisé par la candidate. L'occasion pour Radio Pulsar de m'offrir l'opportunité de l'interviewer durant plus d'une quinzaine de minutes en marge de sa visite de la caserne. C'est ce bâtiment situé près de la gare de la ville et qui est une des représentations des projets portés par l'économie solidaire. C'est pour cela que Benoît Hamon s'y est rendu. Il y a désormais en ce lieu d'ailleurs un restaurant ainsi que des hébergements notamment. Et du coup, j'ai décidé d'interviewer Benoît Hamon sur sa manière de voir la démocratie notamment.
Alors, en fait, j'ai oublié d'envoyer les fichiers que tu as envoyés, mais donc du coup, ça va nous permettre de combler un peu le temps que j'envoie tout à notre cher Edoui. C'était par rapport à la démocratie, mais c'est qu'il était venu pas dans un cadre particulier, dans un séminaire avec d'autres personnes. Il a dit à la caserne, Ouais. pour l'économie solidaire. Ok, c'était la soirée où il y avait tout un tas de monde, il y avait Benoît Hamon. Ah oui, ok, d'accord. Vous vous souvenez quand la Exactement. caserne c'était un lieu occupé par des militants et militantes de gauche? Oui, on se souvient. C'était une sacrée époque. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à envoyer ça? C'est le problème de la canicule, c'est que ça me crame le cerveau et à la fin À moins que notre invité arrive à le passer sur son PC, peut-être qu'il. Mais oui, est-ce que tu l'as sur ton ordinateur? Si tu lances ton ordinateur et que tu Avec n'importe quel lecteur multimédia, ça devrait le faire. Alors, c'est des aléas du technique, vous voyez, c'est une émission qui est faite sur Radio Pulsar 95.9, le direct, vous voyez, donc on vous ment pas sur tout un tas de choses. Alors, vous allez me dire ce que vous l'entendez là, peut-être. Alors, attends. Interview avec 2 nominations au gouvernement. C'est bon ou pas? Très, très. Ah oui, on a très entendu une légèrement. voix qui n'était pas la tienne. Donc, Ouais, c'était très faible, mais écoute, c'était toujours mais là. on va sera régler ça, toujours c'est la régie qui va faire ça, il faudra Oui, juste que oui, tu oui. parles pas pendant l'interview, comme ça on va pas augmenter le niveau. De toute façon, on ne réagira qu'à la fin. Une radio de bénévoles. Exactement, on réagira qu'à la fin, donc finalement, ça devrait le faire. Ok, donc je vais pouvoir lancer du coup. Ouais, c'est parfait, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Présent dans l'espace politique français depuis les années 2010, avec 2 nominations au gouvernement sur François Hollande, ainsi qu'une candidature aux élections présidentielles de 2017, il s'est en 2019 retiré de la vie politique française. Benoît Hamon est aujourd'hui à Poitiers et répond à mes questions pour Radio Pulsar. Bonjour Monsieur Hamon. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre proposition, vous qui êtes aujourd'hui, depuis votre nomination en 2024, président du conseil d'administration de l'ESS France. Cette dernière institution est nationale et a pour but de coordonner les différentes chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, d'où l'acronyme ESS. 9 candidates et candidats à la municipalité de Poitiers pour ces municipales 2026, ces dernières et derniers de différents bords politiques. Qu'est-ce que ça représente, selon vous, une telle offre politique pour Poitiers? Ça peut être source de grande vitalité démocratique, en se disant il y a beaucoup d'offres formidables, on a beaucoup de choix. Ça peut être aussi source de désordre. Après, ça dépendra largement de la manière dont les habitants de la ville feront le tri entre les listes qu'ils jugent sérieuses, celles qui jugent moins sérieuses. Et donc, c'est toujours difficile à dire a priori. Parce que vous avez été dans une élection présidentielle où il y avait une dizaine de candidats. Est-ce que, selon vous, avoir un trop grand nombre de candidatures, ça brouille la lisibilité de l'offre politique? On peut voir que, par exemple, dans une élection européenne, par exemple, où il est facile de se présenter, ça contribue largement, à mon avis, à rendre confus le débat. Surtout quand vous avez des exercices médiatiques où vous avez entre 8, 10, 12 personnes qui sont sur un même plateau, c'est compliqué. Donc ça, c'est pour acquiescer à l'idée que ça pourrait être trop. Après, on peut pas. Moi, je ne crois pas qu'on souffre d'un trop plein de démocratie. Je pense qu'on a une démocratie qui est très intermittente, d'ailleurs qui se limite aux exercices électoraux. Ce serait sain qu'il y ait un peu plus de démocratie entre 2 élections, faire des moments de consultation, de délibération. Donc, on peut se réjouir à la fois que dans ces moments un peu cathartiques, où comme ce sont les seuls, il y a beaucoup de candidats. Après, je ne suis pas sûr que ça suffise à apaiser notre sentiment collectif d'être mal représenté, pas entendu. Parce que finalement, cette surreprésentation, on va dire, elle peut jouer contre les citoyens qui, à la base, sont à l'initiative du vote. Vous avez raison, ils sont à l'initiative du vote, c'est eux qui ont voté. C'est aussi qui sont candidats. Oui. Donc, à fortiori dans une élection municipale. Donc, si vous avez 10 listes, ça veut dire que je ne sais pas combien il faut au conseil municipal, combien de candidats il faut ici. Ça veut dire qu'on a là plusieurs centaines de citoyens de la ville qui disent je veux être élu. Donc, c'est plutôt positif, ça, parce qu'il y a l'élection municipale, parce que c'est un scrutin de liste. Voilà, a une vraie dimension populaire dans l'engagement ou le nombre de citoyens qui s'engagent. Bon, après, vous avez raison, il y a comment dire, Est-ce que vous trouvez, par exemple, que la vie politique française, elle souffre d'une trop grande présence de partis politiques, d'idéaux, de trop grande offre politique? Ah, je crois pas que ce soit ça. En fait, je suis étonné de vous pointer un sujet important. C'est que
globalement, la démocratie, ceux qui la font vivre, ou en qui elle s'incarne, ce sont des militants politiques des partis. Et pour certains d'entre eux, des militants professionnels. Au sens où leur métier, c'est de faire de la politique. J'ai connu ça. Et aujourd'hui, je pense que nous souffrons collectivement que le débat, souvent, lors des élections, se résume à ces joutes entre partis politiques et qu'il ne donne pas assez de place à ce que sont les aspirations de la société civile. Je m'explique. En réalité, en France, l'intérêt général, il n'est pas le monopole des élus. Ce qui se passe à la caserne où nous sommes ici, vous avez des structures de l'économie sociale et solidaire qui produisent de l'intérêt général. Donc ici, ce sont des coproducteurs de l'intérêt général. Or, au moment des élections, ces acteurs qui concourent à l'intérêt général tout au long de l'année, on les entend peu ou pas du tout. Et ceux qui ont voix au chapitre, qui tiennent le micro, en l'occurrence, ce sont les partis politiques. Alors moi, je suis évidemment pas du tout un adversaire des partis politiques. Mais je pense que notamment les élections municipales doivent faire respirer davantage la démocratie. Et moi, je me méfie, par nature, assez spontanément, des listes qui sont des listes qui additionnent les militants des partis et seulement cela, et qui font des ouvertures, on va dire, marginales à la société civile. Je pense que c'est important qu'une élection municipale garantisse que demain, pendant le mandat qui sera celui exercé par une majorité municipale, il y ait des représentants de la société civile qui soient élus, mais surtout que dans leur programme, ils disent comment ils vont ouvrir la décision publique à des consultations, à la possibilité de changer d'avis, à l'évaluation des politiques publiques par les citoyens. Ça me paraît important. C'est comme ça, c'est ce fil-là, me semble-t-il, qu'il faut tirer. Voilà, donc du coup, pour la première partie, j'avais vraiment l'envie de l'interroger sur le fait qu'il y ait une dizaine de candidats à Poitiers, candidates et candidats. Ça me paraissait beaucoup comparé à d'autres villes. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu l'interroger sur la question. Du coup, c'est quoi votre avis sur tout ce qu'il a dit, sur vraiment cette représentation? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce que ça marche bien? Déjà, heureusement que tu l'as relancé, parce qu'on avait l'impression qu'il faisait des mini AVC au milieu de ses phrases. C'était. Il est nul, mais il est nul. C'est une souffrance pour Jürgen d'écouter le créateur de Génération S. T'as trouvé ça comment, toi, Jürgen? Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça catastrophique, quoi. Il est nul. Enfin, franchement, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il a arrêté la politique. Peut-être il a plus ses coachs en blabla, quoi. Je sais pas, mais vraiment, on a l'impression qu'il s'endormait lui-même pendant qu'il parlait. Et bon, ça c'est sur la forme, mais sur le fond, il y a des trucs, moi j'en peux plus, quoi. Le délire sur la société civile, moi je préfère qu'il y ait de la société civile qui vienne et tout. C'est bon, frérot. On est tous et toutes des citoyens. À partir de 18 ans, tu as ton droit de vote, tu es citoyen comme tous les autres. Que tu sois militant dans un parti ou pas, tu fais partie de la société civile. Cette espèce de fausse dichotomie des enfers, là, moi ça m'énerve. Et ensuite, il y a un truc dont il parle pas vraiment, c'est que il y a un énorme secteur de notre vie dans lequel il n'y a pas de démocratie, et ça, il y a peu de gens politiques qui en parlent. C'est le travail, en fait. La plupart des gens travaillent dans des structures privées. Quand bien même ce sont des structures publiques, en fait, dans tous les cas, il n'y a pas ou peu de démocratie au travail. Il y a des gens qui prennent des décisions pour nous. Le contrat de travail, c'est le contrat, donc c'est-à-dire contre de l'argent, on abandonne notre possibilité de prendre des décisions et d'impacter fortement ce qu'on va faire au quotidien dans notre boulot, pour écouter ce que nous demande de faire notre hiérarchie et appliquer ce qu'elle nous demande de faire. Donc ça, c'est un des enjeux pour moi majeurs, en fait, arrive à mettre devant les politiques, c'est là de, en fait, en sorte que la démocratie, ce soit la réalité de nos vies, et pas juste une fois tous les 5 ans, on sort pour aller voter, et puis après, on rentre à la maison, quoi. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, on est sous un régime de dictature bourgeoise, c'est-à-dire que la bourgeoisie, elle a façonné la République à son service pour servir ses intérêts. Et nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de façonner une République et une démocratie qui servent les intérêts du grand nombre et salariat généralisé, quoi. En gros, c'est ce que Marx appelait la dictature du prolétariat.
c'est de ça dont on a besoin, quoi. C'est-à-dire d'un système politique qui est orienté pour qu'on puisse avoir de la démocratie à toutes les échelles de nos vies, et notamment dans le travail, et notamment dans les prises de décision à la ville, et dans nos vies de manière générale, quoi. Ouais, Ça, ma réaction. Non, mais je la trouve plutôt salutaire, surtout la dimension citoyenne. Et c'est là où, en fait, on voit les limites de quand des politiques appellent à avoir une certaine dimension citoyenne. C'est-à-dire qu'on l'a constaté avec, justement, maintenant qu'on a du recul sur comment l'élection municipale s'est passée, en fait, il y a eu un moment un vrai blocage avec une base militante qui, elle, concevait une dimension citoyenne plutôt centriste et qui ne voulait pas s'allier, malgré tout, avec une autre association qui, elle aussi, avait une dimension citoyenne plus de gauche. Et ce qui fait qu'en fait, dire dimension citoyenne, loin de la politique, professionnalisante, etc., en fait, ce qui est cocasse déjà, c'est qu'il parle de lui-même. Quand il dit qu'il y a des politiques professionnelles, je veux dire, il a été ministre sous Hollande, il s'est présenté à la présidentielle, il a perdu, il s'est présenté aux européennes. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est pas opposant au parti politique, oui. bien au contraire. Donc c'est ça qui est assez drôle, un peu, comme tu disais, un peu la dichotomie entre les deux. Et toi, Lubin, t'as trouvé ça comment, ce qu'il disait justement ? Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question. Ouais, non, mais t'inquiète. Moi, ce que je voulais vraiment questionner, c'était avant tout la vision de la démocratie représentative, surtout du point de vue des municipales, parce que les municipales, ça reste quand même. Je l'ai vu, parce que moi, c'était le premier municipal que je vivais et que j'ai suivi avec régularité. Et je trouvais ça très intéressant parce que quand on parle des européennes, ça reste des élections qui sont assez peu suivies par les citoyens. Quand on parle des présidentielles, c'est quand même, on parle d'une seule personnalité qu'on mène au plus haut pouvoir politique français. Donc ça reste assez déconnecté. Alors que là, on est vraiment au cœur de la politique locale. Et c'est ça vraiment ce sur quoi je voulais l'interroger. Est-ce que les municipales aujourd'hui, ça permet vraiment de représenter les citoyens et donc par logique, est-ce que la démocratie représentative, ça permet de représenter les citoyens à travers les municipales, qui est l'échelle la plus basse en termes de représentation politique. Ouais, non, ouais. Après, vas-y, continue. Vas-y. Après, voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire. Sa réponse, elle reste assez politique. Après, je pense que j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir parler, pour pouvoir vraiment donner un avis sur ce qu'il a dit. Non, mais ouais, c'est assez. Moi, j'ai pas trouvé finalement qu'il avait tant répondu à la question. Il dit oui, c'est bien, mais en fait, il rentre jamais à fond dans le sujet, sans doute dû au fait qu'il essaye de se garder en vie pendant qu'il parle. Toi, Jeanne, t'en as pensé quoi de son rapport à la démocratie, justement sur la question des élites? Il a dit à un moment, l'intérêt général, c'est pas les élites politiques qui le font, je crois, quelque chose comme ça. Oui, il parlait du rôle justement des gens qui sont à la caserne et de ces acteurs économiques qui sont finalement très importants dans la démocratie. Mais encore une fois, en tout début d'interview, il parle du fait que les citoyens choisissent la liste la plus sérieuse. Je ne sais pas ce que ça veut dire sérieuse selon lui. Je ne sais pas, efficace. Enfin, je trouve que il est totalement paradoxal dans son discours. Au final, on n'a pas vraiment son idée de la démocratie. Moi, je dirais que c'est une idée SOSDEM. Social-démocrate. Ouais, social-démocrate. Voilà. Non, mais oui, mais en fait, c'est dans la lignée du Parti socialiste, c'est-à-dire la respectabilité citoyenne, c'est ça qui attirera les gens vers soi, quoi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y avait plein de gens militants écologistes qui voulaient pas nécessairement de la France insoumise pour l'élection des municipales, parce que justement, ils trouvaient ça trop guerrier, trop radical, etc. Et c'est donc des critiques qui revenaient. Donc, ouais, t'avais autre chose à rajouter? Non. Eh ben, écoute, je crois qu'on va pouvoir passer au deuxième audio. Est-ce que t'es OK de refaire la même stratégie, Lubin? Ouais, pas de souci. Justement, à propos de ce que vous avez dit, c'est aussi le but, questionner un petit peu comment il se présente en termes de communication et justement un peu critiquer le politique en lui-même. Voilà. Du coup, je vous passe, c'est ce qu'on va pouvoir d'ailleurs, ce sur quoi on va pouvoir se questionner sur la seconde partie qui va durer 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Et je vais essayer de la diviser en deux vers la moitié pour qu'on puisse en débattre. Okay. Allez, c'est parti. Parce que vous souhaitiez, dans votre programme de 2017, limiter le 49.3, cet fameux article qui a été très critiqué, mis en avant devant l'opinion publique lors du passage de la réforme des retraites, à l'image d'Elisabeth Borne, qui était la première ministre. Mais il a aussi permis le passage du budget 2026.
Donc, est-ce que, finalement, on ne favoriserait pas, qu'est-ce qu'on favorise? Le fonctionnement de l'État, donc d'un budget en cas d'une Assemblée nationale morcelée comme aujourd'hui, ou la stricte implication d'un principe de démocratie directe? Est-ce que ça serait vraiment il faut les deux. à l'image d'un État? Mais évidemment, Non, vous auriez été élu président de la République, qu'est-ce que vous auriez fait? En tout cas, je l'espère. Notamment, j'avais la proposition d'un 49.3 citoyens, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens, s'ils sont suffisamment nombreux, de pouvoir, à un moment, ou faire obstacle à ce qui apparaît une loi aux yeux des citoyens suffisamment nombreux, non conforme à l'intérêt général, ou à obliger à mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale des sujets qui sont des sujets méthodiquement esquivés par les majorités politiques. Oui, mais dans cette situation, avec une Assemblée nationale morcelée, avec un budget, et donc le fonctionnement d'un pays qui n'est pas assuré, qu'est-ce qui se passerait? On anticiperait les nouvelles élections? Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas anticiper toutes les situations. Vous avez... il faut que l'État fonctionne. Ah oui, il faut que l'État fonctionne, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, l'État, il fonctionne, il a un budget, on aurait pu voter ou une loi spéciale ou par ordonnance, le doter des moyens d'agir. L'ordonnance, c'est anti-citoyen. Oui, non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, les outils existent, et ils sont prévus, et par la loi et par la Constitution. Cela étant, quel est le problème que nous avons aujourd'hui quand vous évoquez l'Assemblée morcelée? C'est que la culture politique française n'est pas une culture du compromis au sein des parlements. À la différence d'autres nations dans lesquelles il n'y a jamais de majorité absolue d'un parti, se construisent des coalitions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant même de gouverner, il y a toute une phase de négociation aussi des partis politiques sur la base de leurs programmes respectifs et qui disent, OK, le programme de compromis autour duquel nous allons gouverner, mais ça et ça dedans. Admettons, je sais pas, on peut dire une réforme des retraites, une réforme de l'hôpital, peut-être sur l'éducation, etc. Ce qui fait que on n'est pas comme aujourd'hui en France à négocier entre des partis politiques qui n'ont rien de commun et surtout n'ont rien négocié au préalable. On se retrouve avec des partis politiques qui savent très bien que le pays ne peut pas fonctionner si on ne dégage pas une coalition et si on négocie leur programme avant. C'est ça qui est important. Est-ce que du coup les institutions permettent cette négociation actuellement? On a un fonctionnement... Vous savez, les institutions, en fait, elles sont assez suffisamment agiles. Qui aurait imaginé que la Ve République, on retrouve cette situation-là? Donc, la réalité, je pense que les cultures politiques sont au moins aussi importantes que les cadres à l'intérieur desquels la politique se fait. Et qu'est-ce qui frappe en France, c'est qu'on a une vraie culture du fait majoritaire, mais absolument pas une culture du dialogue politique qu'on retrouvera dans les pays scandinaves, qu'on retrouve en Allemagne, où là, on apprend à forger des compromis et des coalitions. En France, assez spontanément, le mot compromis, en fait, on rajoute sion à la fin. C'est toujours compromission. C'est comme si il y avait une forme de trahison dans le compromis. Alors que vous, dans votre vie personnelle, moi, dans ma vie professionnelle, on passe notre vie, et heureusement, dans la société, à construire des compromis avec d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Il y a des règles du jeu, il y a des feux rouges, il y a des feux verts, il y a des ronds-points, que sais-je encore, il y a des règles du jeu, mais des compromis existent. En politique, aujourd'hui, c'est le fait majoritaire qui l'emporte. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui l'emporte sur l'autre. Bon, alors là, il y a un choix politique à faire en France. Est-ce qu'on veut changer ça ou pas? Mais ça, c'est un vrai choix démocratique. On peut dire non, on continue avec ce système-là. Il faut aussi se dire, il y aura peut-être le coup qu'on transforme notre culture. Mais ça, puisque vous êtes journaliste et que vous êtes mis une radio, vous verrez que dans 10 ans, on en parlera encore. C'est-à-dire que vous aurez le recul pour voir que les cultures politiques, ça met du temps à se transformer. Et justement, à propos de ce fait majoritaire, la France, elle a été longtemps, toute la seconde moitié du XXe siècle, en proie à un clivage gauche-droite. Oui. Et depuis 20 ans, on a vu le développement des idéologies extrémistes, mais aussi centristes, qui ont complètement bouleversé le jeu politique du pays. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, du coup, après, avant l'évocation de cette dualité, enfin de toutes des idéologies, donc ce sera la suite de l'interview. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui parle là, des cultures politiques justement et du fait majoritaire? Alors, il est vraiment trop drôle. Moi, j'adore l'écouter parler.
Déjà, sa manière de voir la 5e République, en mode qui aurait pu croire il y a 50 ans que ça se passerait comme ça. Bah, en fait, n'importe quelle personne aurait pu concevoir que bah, forcément, si tu crées un régime biparti, ça s'appelle ça, où il y a que bipartisan, bah forcément, à un moment, ça va devenir clivant. C'était déjà une critique à l'époque d'une partie de l'extrême gauche sur la manière dont la 5e République avait été créée. Mais je crois que c'est trop loin à gauche de Benoît Hamon pour qu'il ait pu le lire. Et ceci, c'est son truc de la culture. Des cultures politiques. C'est ça, la culture du fait majoritaire. Donc, c'est-à-dire quand tu as un gouvernement, en fait, il soutient coûte que coûte. Bah, quand les députés soutiennent coûte que coûte, bah, le gouvernement qu'il a mis en place. Il faut se rappeler que en 2012, il y a François Hollande, il met en place le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, pour alléger les charges des entreprises. Benoît Hamon, il a soutenu ça, quoi. Alors que c'était déjà un premier pas pour le patronat, pour faire en sorte que les patrons payent moins de charges et que sous couvert de oui, regardez, ils vont commencer à employer beaucoup plus de personnes, à amener beaucoup plus de gens. Et du coup, ça rentre un peu dans la logique finalement économique de Benoît Hamon, dans la logique aussi économique, sociale et solidaire de Benoît Hamon avec l'ESS solidaire justement qu'il a créé, où en fait il pense qu'il faut donner une sorte de petits coups de pouce avec le soutien de l'institution à des entreprises, à des personnes qui veulent créer des petites structures locales. Mais en fait, demain, si jamais les institutions décident de tout fermer, de tout bloquer, d'arrêter complètement de subventionner ces entreprises, les entreprises elles vont fermer parce qu'elles n'auront pas les moyens en fait, de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Elles ont nécessairement besoin que l'État soit là et s'engage avec elles. Et d'ailleurs, en fait, ça augmente aussi le désengagement de l'État sur certains aspects parce que l'État, du coup, se dit carré, j'ai juste à filer 100 000 balles à une petite entreprise locale plutôt que moi de financer à 2 millions d'euros, je caricature, hein, plutôt que de moi financer à 2 millions d'euros quelque chose, je vais le faire. Donc c'est ça en fait, quand il parle des différences en France, c'est-à-dire que par exemple son 49.3 citoyen, son idée c'était il faut 400 000 personnes et derrière ça part en référendum sur un projet de loi, etc. Il ose vraiment nous faire croire que là, si jamais il y avait eu dans l'année plusieurs fois des demandes de référendum, il aurait dit oui à toutes les demandes. Non, ça serait d'abord passé en commission des lois, comme on a eu le référendum par la réforme des retraites, ça serait d'abord passé par des commissions institutionnelles, justement, qui auraient bloqué, parce que bien entendu qu'à un moment, l'élite qui est au pouvoir, Benoît Hamon qui fait partie d'un social-libéralisme, on peut un peu... d'un socialisme social bizarre, centriste, en tout cas social-démocratie, bien entendu qu'en fait il y a un moment où il va pas rentrer en phase avec les intérêts des classes les plus pauvres, des gens les plus en bas. Donc c'est assez cocasse d'entendre un peu la manière dont il conçoit matériellement les institutions dans la société démocratique, alors que en fait factuellement, quand tu te retrouves en confrontation, vu que tu as des intérêts divergents, à un moment ou un autre, ça va bloquer. Et ce sera souvent l'institution qui bloque les trucs, quoi. Jeanne, non, vas-y, Jeanne, si tu as quelque chose à rajouter. Non, vas-y, Abel. Ok, merci. Pardon. C'est pas grave. Oh mon Dieu, mon identité est révélée. Voilà, j'ai tout gâché, excuse-moi. Non, mais en fait, moi, il y a plusieurs choses qui me gênent là, dans ce qu'il raconte. Il y a une première chose où je trouve qu'il est vraiment super mauvais. Lubin, tu l'interroges au début sur la question de est-ce que le 49.3 peut permettre de sauver un budget qui ne va pas passer, etc. Alors, en fait, c'est pas grave du tout que le budget soit pas voté, parce qu'en gros, quand on vote pas de budget, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on reconduit le budget de l'année d'avant. Et donc, si l'année d'avant, le budget était OK, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas de nouveau. Plus d'une année à l'autre, il n'y a pas non plus le monde entier qui a changé. Et en fait, moi, je trouve ça bizarre qu'il ne soit pas allé expliquer ça, parce que c'est pas compliqué. Et donc, il n'y a pas de giga urgence en France. On n'est pas comme aux États-Unis où il y a, si on vote pas de budget, les fonctionnaires sont pas payés. Et vraiment, il y a un vrai risque pour l'économie pas de s'effondrer, mais pas loin, quoi, de vraiment qu'il y ait un collapse, parce que les fonctionnaires étant pas payés, ils peuvent pas aller faire leurs courses, ils peuvent pas aller chez le coiffeur, ils peuvent pas faire ça, et l'économie, elle en prend vraiment un coup, surtout quand on est dans des pays comme ça, assez fortement centralisés, avec beaucoup de fonctionnaires, et donc une grosse partie de l'activité économique du pays qui est gérée de cette manière-là, quoi. Donc ça, déjà, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'il explique pas ce truc-là, parce que voilà. Et ensuite, quand il parle il a un espèce de gros fantasme sur
le compromis et le fait qu'on puisse faire des giga coalitions de centristes allant de la gauche à la droite, à je sais pas quoi, mon Dieu, le système allemand. Enfin, au final, ce qui se passe, c'est que c'est tout le temps des politiques de droite globalement qui sont menées. Il y a 2-3 saupoudrages de mini-trucs. Enfin, en Allemagne, il faut voir le salaire minimum, il faut voir l'extrême pauvreté qui peut y avoir. Enfin, les vieux de 70 ans en Allemagne qui sont obligés de travailler mais qui ne touchent pas de retraite. Voilà, moi je veux pas vivre en Allemagne, clairement. Et il dit, les gens ont l'impression que dans compromis, il y a compromission et qu'il y a des trahisons. Ben oui, en fait, Benoît, c'est le cas, quoi. En France, on a des gens qui sont globalement lucides sur le truc. Et forcément, quand tu es dans l'opposition, c'est chiant quand en face, ça déroule. Mais ça veut aussi dire que le jour où ça sera notre tour, on va pouvoir peut-être dérouler un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce système-là, comme tu as dit, Gabin, très bien, effectivement, qui aurait pu prédire ? En fait, n'importe qui réfléchit 2 secondes, il suffit de lire la Constitution pour se rendre compte que c'est de la merde et que c'est un truc avec un pouvoir ultra concentré dans les mains de très très peu de personnes. Donc évidemment que si on veut un système qui est un peu plus démocratique, qui permet d'avoir de vrais contre-pouvoirs, de ne pas avoir la justice aux mains de l'exécutif, d'avoir l'Assemblée qui, pareil, n'est pas effrayée par le gouvernement, etc. Enfin, après, voilà, des choses où on peut se dire c'est un peu plus démocratique au sens par des gens en termes de démocratie. En fait, sans changer de république, on ne verra pas, quoi. Il faut une 6e république, quoi. C'est un peu le truc. Ça, c'est pareil. Au final, c'était pas dur à mettre sur la table. Il n'en a pas parlé. Mais je pense que son envie n'est absolument pas qu'on change de république. Lui, c'est que ça reste tel quel et de mettre des sortes de pansements sur les problèmes de notre superbe 5e république. Je sais pas, peut-être qu'il en a déjà parlé dans sa vie, Benoît Hamon, tu vois, de 6e république. C'est possible qu'il en ait vite fait parler. Il me semble qu'à une époque, quand il était candidat, il parlait d'une espèce de... Alors, pas avec une constituante, mais peut-être avec une règle. Mais en tout cas, là, c'était pas dur à placer. C'était vraiment dans le thème. Ça répondait à la question. Et il en... Il a appelé, j'ai regardé, là, il appelle à une 6e république dans laquelle le chef de l'État ne serait plus irresponsable. Donc voilà, après je sais pas le pourquoi, du comment il veut mettre tout ça en place. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à rajouter ? Ou je pense qu'on peut faire une pause musicale et après on écoute, soit on fait ta chronique directement, on va discuter de ça pendant la pause musicale. Voilà. T'as pu mettre le son que je voulais ? Dans une semaine, je retourne dans ma belle Charente-Maritime et il y a Zoufri Maracas qui passe en festival. Et étant donné qu'il fait très très chaud et que Zoufri Maracas c'est vraiment un groupe de musique qui est incroyable, j'ai décidé de mettre Le Goût de l'eau. C'est un peu dans le même mood que Plus rien des Cowboys Fringants, si vous connaissez. Sauf que là c'est Zoufri Maracas. Et donc comme il fait chaud, c'était parfait. Donc ça s'appelle Le Goût de l'eau et c'est tout de suite sur Radio Pulsar dans quelques instants dans Poitou Pop.
S'il te plaît, parle pas de Pattinson, parce que ça va me troubler. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres, parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi j'agis. Bien, c'est la canicule nous tabasse tous. Vous êtes toujours sur Poitou Pop, sur Radio Pulsar 95.9. On est là, écoutez les interviews qu'a fait Lubin il y a quelques semaines de ça auprès de Benoît Hamon. Avant qu'on réécoute la dernière partie de l'interview sur Benoît Hamon, c'est notre très cher Edu Plenaire qui a réservé aussi une sorte de chronique pour un peu aussi faire la biographie de Benoît Hamon un peu. Pas tout à fait, c'est un portrait, alors ça s'appelle Méfiez-vous des nounours. J'annonce le thème. Alors c'est un peu un portrait de Benoît Hamon, même si c'est un personnage, comme on a dit, qui est plus tellement au cœur de l'actualité politique, ça reste un cas d'école très intéressant pour poser des débats politiques et économiques notamment. Et franchement, on pourrait, de ce que je vais amener, après on pourrait parler pendant 3 ou 4 heures, faire un vrai café philo. Alors, c'est pas une biographie formelle, donc Benoît Hamon, il est né au Finistère, il porte un nom typiquement breton, et même si, contrairement à d'autres bretons expatriés, il fait pas trop état de sa bretonité, et c'est peut-être ça le seul compliment que je vais faire de lui sur ce portrait. Parce que Benoît Hamon, c'est quand même quelqu'un qui est faussement gentil, à l'inverse d'autres responsables politiques de gauche radicale qui, à mon sens, sont faussement méchants. Bon, c'est peut-être un peu réducteur, mais vous allez voir. Pour faire court, donc, Benoît Hamon, quinquagénaire, pur produit du PS des années 90 et politicien professionnel. Et sur le côté économique, justement, il était ministre de Hollande entre 2012 et 2014 à l'économie sociale et solidaire, et candidat du PS en 2017 avec un programme qui était tellement iconoclaste que les écolos à l'époque ont abandonné l'idée de se présenter et l'ont rallié. Et bien qu'il ait marqué des hésitations, il a été porte-parole du PS, puis aile minoritaire du parti, puis il quitte le parti, puis il est associé aux écolos désormais. Ce parcours a quand même une certaine cohérence. Donc sa principale réalisation, c'était la loi Hamon de 2014, donc sur la consommation, qui est une loi en fait qui a quand même une certaine ampleur et qui a été un peu escamotée par la loi Macron à l'époque, qui était beaucoup plus commentée. C'est une loi qui reste intéressante si vous avez des différends avec votre compagnie d'assurance, ou si vous voulez vous rétracter après vous êtes fait avoir par un démarcheur, vous êtes mieux protégé qu'avant, du coup. Donc ça adoucit votre quotidien, donc adouci comme à l'image du personnage. J'ai gardé de 2017 une affiche, donc son affiche de campagne qui était « Faire battre le cœur de la France », avec son sourire de nounours, et je le déroule des fois quand je suis triste pour me rassurer qu'il reste des personnes gentilles sur la planète. Alors cette loi, mais quand même, cette loi, finalement, elle aide à mieux supporter, par exemple, le fait de devoir payer des assureurs privés pour résoudre des accidents de la vie plutôt que la sécurité sociale. Donc, d'une certaine manière, ça quand même entérine un petit peu le système, quoi. Et ça parle aussi de l'économie sociale et solidaire en lui donnant un cadre, mais toujours en faisant en fait des îlots d'économie gentille, on va dire ça comme ça, plutôt que de faire des mesures coercitives contre les licenciements boursiers, de réquisitionner des secteurs économiques stratégiques, par exemple. Et c'est aussi, je vais citer 2 exemples aussi, vraiment, 2-3 exemples qui vont un petit peu éclairer en quoi finalement le hamonisme et en fait, disons, ou les choses qui pourraient s'inspirer de lui, en fait, ne remettent pas en cause le système et l'accentuent même. Donc par exemple la monnaie locale. Donc en soi ça peut être une bonne chose, mais dans l'esprit hamoniste, ça reste un truc qui va rester dans la marge d'une économie capitaliste et productiviste. Par exemple, avec cette loi Hamon sur la monnaie locale, c'est hors de question de faire une économie parallèle avec une monnaie locale, par exemple, qui pourrait supplanter une monnaie nationale ou une monnaie européenne ou une monnaie avec des billets verts, par exemple, et pour faire une petite autarcie en période de grosse crise. Je vais citer 2 exemples, par exemple, historiques. Donc il y avait le préfet communiste du maquis Limousin durant la Seconde Guerre mondiale, Georges Guincoing, qui avait réorganisé toute une économie clandestine à l'époque de l'occupation dans le Limousin, justement. Et ou sinon Varoufakis, le ministre grec de Syriza, de Tsipras à l'époque, en 2015, quand il y avait le mémorandum et toutes les mesures austéritaires imposées par l'Union européenne, il avait mis au point, même si Tsipras il n'a pas validé ça, en fait un espèce de bitcoin pirate parallèle où les gens auraient contourné l'euro en fait directement avec leur téléphone. Donc ça, à la limite, ça aurait pu avoir du sens, mais Benoît Hamon, il ne permet pas ça avec cette loi, parce que, pour faire court, la loi sur les monnaies locales, c'est donc faut une association, il faut adhérer à l'association pour utiliser la monnaie locale. La monnaie locale, elle doit bloquer l'équivalent de ce qu'elle émet en monnaie locale avec un vrai compte en banque avec du vrai euro dedans. Donc en fait, c'est une sorte de carte de fidélité. Ouais, quoi. c'est ça. En gros, ça va pas tellement plus loin que ça, mais c'est une carte de fidélité, mais pour des gens qui vont boire, par exemple, des bières bio à l'envers du bocal, par exemple, qui sont des camarades. Mais ce que je veux dire, ça reste quand même un cercle très fermé. En gros, c'est des monopolies, Enfin, il y avait un article d'une blogueuse qui s'appelait Aude Vidal, qui est plus une écolo radicale, mais qui avait fait tout un développement. Ça s'appelait
petite bourgeoisie s'amuse, c'est un petit peu ça. Parce que par exemple, on prend l'idée d'une monnaie en espèces, ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'une monnaie qui a une valeur qui est supérieure à la valeur du papier qui sert à l'utiliser. Mais c'est une monnaie qui se base sur la confiance. Par exemple, l'euro, un billet de banque en euros, en francs, si on parle en francs ou d'autres monnaies, c'est ça. Et donc, même dans une société libérale, disons, en fait, disons, ça permet. En fait, disons, les gens ont confiance en une monnaie, ils l'utilisent. Si demain, moi, je fais une monnaie avec des billets à mon effigie, s'il y a suffisamment de gens qui auraient confiance en cette monnaie et être sûr qu'ils vont pouvoir s'acheter des trucs, etc., avec, il n'y aurait aucune raison de brider ça. Mais en fait, Benoît Hamon, avec la monnaie locale, il a complètement bridé cette idée même, l'essence même, disons, de comment fonctionne une monnaie pour et donc du coup ça empêche du coup de organiser un petit peu une résistance, on va dire, au niveau économique en tout cas, en période de vraiment, imagine il y a une guerre, une explosion de centrale nucléaire ou je sais pas quoi. En fait, cet outil-là a été complètement cassé par Benoît Hamon en fait, en partant d'une bonne intention. Donc ça, c'est encore une cohérence. L'autre exemple, c'est le revenu de base. C'était une des idées phares de sa campagne de 2017. À la base, c'est une idée de droite. Le revenu de base, c'est une idée du camp libéral ou libertarien. Donc les gens qui défendent la liberté à la fois économique et les libertés individuelles les plus fortes. Et dans un monde où la gratuité n'existe pas, par exemple, des services publics, ou dans un monde où il n'y aurait pas d'école publique, où il n'y aurait pas de sécurité sociale ou pas d'aide sociale, on mettrait en place ce revenu de base ou revenu inconditionnel pour donner un pécule pour se payer théoriquement ses besoins essentiels. En gros, c'est un RSA pour tous, quoi. Et il n'y a qu'en France qu'il y a des gens comme Benoît Hamon qui défendent cette idée en se disant de gauche, quoi. Et en gardant, en fait, entre guillemets, un petit bout de modèle social en plus du revenu de base, quoi. Et en fait, la vraie question de vérité qu'aucun partisan de revenu de base n'a pu me répondre avec certitude, que j'ai posée à plein de gens, c'est, bon, je cite cette question, admettons qu'on a un revenu de base de 800 €. Si je postule un emploi qui est payé 1 300 €, est-ce que mon employeur me versera 1 300 € en plus des 800, ou est-ce qu'il me versera que la différence entre le revenu de base et les 1 300 €? Donc, cadeau pour les employeurs ou une aubaine provisoire en vue de généraliser des salaires à 3 chiffres au lieu de 4, quoi. Voilà. Et bien sûr, c'est pas du coup l'autogestion pour toutes les entreprises, se passer du financement privé, du prêt avec intérêt et verser un salaire à tous, comme le propose Frio, qui est notre maître à penser, en tout cas un certain nombre d'entre nous. Un jour, il faudrait vraiment recevoir Frio ici, ça serait exceptionnel. On en recevra, quoi. Bon, il y a aussi, alors j'abrège parce que l'émission, mais peut-être dans la version longue sur Ventre Presse, on fera ça. Il y avait la taxe robot qui est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en gros, si tu fais une taxe robot pour financer un modèle social, il faut plus de robots pour financer le modèle social, en gros. Et ça remet pas en cause le système, quoi. Ça permettrait aussi de poser un débat sur travail mort et travail vivant, un débat marxien ou marxiste là-dessus, ça peut être très intéressant. Mais du coup, en fait, à chaque fois, Benoît Hamon, il propose des solutions qui, en fait, sont des palliatifs. Et un petit peu, d'une certaine manière, Benoît Hamon, c'est un petit peu, en cette période de canicule, comme un climatiseur, quoi. C'est que ça brasse du vent et ça soulage, mais ça résout pas tout, quoi. Alors, je passe aussi sur ses positions internationales qui sont désastreuses. En fait, il soutient tout ce que... Il a la même position que Raphaël Glucksmann, pour faire simple. Vous verrez la vidéo sur Ventre Presse sur la tier list des impérialistes et des va en guerre. En tout cas, voilà, conclusion, méfiez-vous des nounours. Parfois, il faut mieux faire confiance à un politicien de gauche qui a des dents pourries, qui pue la clope, qui engueule les journalistes, qui est méchant, mais qui est aussi méchant avec les capitalistes. Voilà. Bah, écoute, très bien dit. Et justement, ça revient sur le fait que Benoît Hamon et son écologie sociale et solidaire, c'est vraiment des pansements. Et à aucun moment le but est un jour de ne plus avoir besoin du libéralisme. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'en rester dépendant, comme si on était sous perfusion constante. Et Benoît Hamon, il nous fait croire qu'un jour on va guérir, alors qu'en fait on reste sous perfusion. Donc voilà, est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit par notre très cher Edoui ? Non, et écoutez, on va pouvoir enchaîner. Alors avec ta dernière partie, elle dure combien de temps, Luba ? Elle dure 5 minutes ? Ouais, c'est ça, okay. 5-6 minutes. Et on va pouvoir enchaîner, ensuite partir sur du ciné-Marx par Arthur. Donc écoutez, vas-y Luba, je t'écoute. Allez, go. Aussi se dire, alors peut-être le coup qu'on transforme notre culture, mais ça, puisque vous êtes journaliste et la moitié du XXe siècle, en proie à un clivage gauche-droite. Oui. Et depuis 20 ans, on a vu le développement des idéologies extrémistes, mais aussi centristes, qui ont complètement bouleversé le jeu politique du pays. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette variété qui s'impose dans le pays ? Est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que ça dit de la vie démocratique du pays selon vous ? Est-ce que vous trouvez, comme aux États-Unis, que ce clivage, aujourd'hui, il s'extrémise et il rompt contact ? Alors, oui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas un clivage gauche-droite. En fait, on a l'extrême droite, on a l'extrême gauche, on a un centre qui est en réalité la droite. Oui, c'est pas vraiment le cas. Oui, mais c'est la différence entre les États-Unis, c'est que aux États-Unis, on conserve une bipolarisation de la vie politique entre deux blocs qui sont des blocs très distincts et qu'on reconnaît spontanément. Puis alors là, à force maintenant, avec vraiment des blocs très clivants.
En France, il y a une forme de tripolarisation de la vie politique entre une extrême droite très forte, une droite dite modérée, mais bon, moi je la trouve de moins en moins modérée dans les faits, qu'incarne Macron, et une gauche avec qui est elle-même plurielle avec les écolos, LFI, PS, etc. On a cette tripolarisation de la vie politique qui nous complique un peu la vie, honnêtement, là où on avait l'habitude d'alternance entre la gauche et la droite. Mais c'est pas parce qu'il y a une tripolarisation qu'il n'y a pas le clivage droite-gauche. En réalité, le grand service qu'a rendu Macron à la vie politique française en 2017, c'est qu'il a démontré que le clivage entre la droite et la gauche, non pas en termes de parti, mais en termes d'idées intellectuelles sur les politiques économiques, politiques de sécurité, sur les questions de sécurité sociale ou d'hôpital, que le clivage entre la droite et la gauche est situé pas entre le PS et LR, mais situé au milieu du PS. Qui n'avait plus tranché beaucoup de débats depuis longtemps et qui, au moment de se poser des questions essentielles et des questions fondamentales, et Macron a aidé à cette clarification, eh ben on a découvert qu'en réalité, il y avait des gens au PS qui, sur le fond, je ne sais pas un reproche de leur fait, chacun, on est libre de droite, de gauche, mais se rattacher intellectuellement, culturellement, idéologiquement davantage à une conception ou libérale ou conservatrice de la société qui a une conception progressiste de la société. Et donc, je pense que ça existe toujours. Je ne sais pas ce que sont vos choix, mais on a, vis-à-vis de la question de l'ordre, vis-à-vis de la question de l'égalité, vis-à-vis de la question de la justice sociale, est-ce que vis-à-vis de la question du progrès, ou une propension au conservatisme, au retour en arrière, ou un goût de l'aventure et de l'exploration. Tout ça, ça existe encore. Alors, encore 30 secondes. Qu'est-ce que ça dit de la vie politique française, ça ? Ce partage des deux idéologies en un seul même candidat, qu'est-ce que ça dit ? Parce que ça veut bien dire que ça les gens arrivent. Ça marche pas avec la fille à droite. Non, mais en fait, si on est honnête. Oui, mais ça dit quelque chose des citoyens. Même si ça ne marche pas, les citoyens se sont affranchis du clivage. Oui, et puis. C'est pas parce que nous, on pourra juger. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand je dis que ça marche pas, c'est quand je dis maintenant avec du recul, au bout d'un ou 2 ans, j'aurais pu dire ça marchera pas, mais on ne pouvait pas en être certain. Mais quand on fera le bilan Mais ça dit quelque chose des citoyens. Les citoyens, ils attendaient une nouvelle offre politique. Oui, mais bien sûr, mais qu'ils ont cru. Ils attendaient une évolution. Les partis politiques, les partis traditionnels ne leur plaisent pas. Ils attendaient quelque chose. Non, mais à la fin, cette expérience aura échoué du point de vue. Alors là, moi, non pas seulement de la question démocratique, c'est un beau sujet en soi. Est-ce que la démocratie va mieux depuis l'expérience macroniste ? Il faut avoir un doute. Est-ce que l'hôpital va mieux ? Est-ce que la place de la France dans le monde et dans l'Europe est plus grande ? Est-ce que les inégalités vont mieux ? Est-ce que la question des violences dans nos sociétés, après, la vie politique, c'est ça. C'est que Lacan, il dit, la réalité, c'est quand on se cogne. Il dit, pardon, il est mort. La réalité, c'est quand on se cogne. Et ben, là, le macronisme s'est cogné à la réalité. C'est qu'il y a sans doute des gens qui vont mieux. Le pays est ingouvernable ? Non, je crois pas. Et non, pas du tout. Mais je pense qu'il faut que le politique, non pas par une sorte d'excès d'humilité, et qu'il renoue avec des formes d'intelligence collective dont on s'est éloigné. Moi, je représente une organisation qui fait partie des corps intermédiaires. Ce sont les citoyens qui s'organisent pour peser dans le débat politique, dans la société, dans le débat économique. Bon, l'intégralité des corps intermédiaires vous disent, sur les sujets qui nous concernent, nous n'avons pas été consultés. Les paysans vous le disent, les entrepreneurs vous le disent, les salariés vous le disent, les acteurs de l'économie sociale le disent, les acteurs de l'éducation. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand un ou quelques responsables politiques pensent concentrer en eux le génie de la nation au point de se passer de la vie des citoyens, voire quand ils les sollicitent, Convention citoyenne sur le climat, parce qu'au bout d'1 an, les citoyens font des dizaines de propositions, alors qui sont de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, mais qui construisent un consensus, et que sur ces propositions fondées sur le consensus scientifique de surcroît, le président de la République dit « Oh non, finalement », vous avez là quelque chose qui relève... les grands mots, ce serait dire de déni démocratique, je ne vais pas prendre les grands mots, mais c'est une indiscutable faute politique de sa part.
On en aurait pu discuter pendant des heures. Merci beaucoup, Benoît. Merci Radio Pulsar. D'avoir accepté de parler au micro de Radio Pulsar. C'est la fin de cette interview. À très bientôt sur les antennes de Radio Pulsar. À bientôt. Voilà donc pour du coup cette interview de Benoît Hamon. Moi, ce que j'ai remarqué, si je peux en parler, c'est que ce que j'avais vraiment envie, en tout cas, c'est que pour moi, cette expérience centriste là, donc le fait que les Français aient clairement voté pour Emmanuel Macron aux élections présidentielles de 2017, même si on pourrait débattre bien sûr du fait qu'il se dit au centre. Moi, ce que je voulais vraiment, pour moi, ça veut vraiment dire que les citoyens attendaient autre chose. Maintenant, Benoît Hamon, il dit que cette expérience a échoué. Et ce que je regrette, c'est que tout simplement, il n'apporte que peu de réponses sur ce que les citoyens avaient envie. Lorsqu'il parle de ce qui s'est passé là en 2019 sur le rassemblement citoyen là sur l'écologie et les propositions, les mesures qui ont été mises en place, moi je pense que peut-être qu'il traduit un besoin d'écoute plus important des citoyens. Maintenant, en tant qu'ancien responsable politique, je pense qu'on pourrait attendre une réponse plus importante. Ah mais oui, clairement, il est juste là à parler dans le vide. Et la Convention citoyenne, c'est vraiment un truc d'unionite aiguë que les gens, ils adorent. Ils adorent le fait qu'il y ait des gens d'extrême droite et des gens qui se revendiquent de gauche, qui aient pu discuter ensemble et ressortir quelque chose. Mais sauf qu'en fait, factuellement, il y a des idées du coup qui sont ressorties de la Convention citoyenne qui allaient nulle part parce que justement, en fait, t'as pas les mêmes intérêts entre les gens. Et même si tu as eu des bonnes idées qui sont ressorties, le fait d'avoir mis tout le monde autour de la table, en fait, dans la majorité, c'était juste encore une fois des trucs de pansement. On va pas pouvoir discuter de ça vu que le temps file et on a besoin de Cinémarx. Merci beaucoup Lubin de nous avoir partagé cette interview avec nous et d'avoir participé à l'émission de ce soir. Si jamais à un moment tu refais une interview politique, n'hésite pas à nous l'envoyer et ça sera avec plaisir qu'on l'écoutera. Ouais, pas de souci. Merci en tout cas. Merci d'avoir accepté du coup la proposition. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. À plus, ouais. On va pouvoir passer en vitesse avec Cinémarx par Arthur. Et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Les étoiles en plus. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinémarx, la chronique cinéma qui met le capitalisme hors champ. Il fait chaud. Très très chaud et je ne parle pas que de ma présence. Je parle également de la canicule. En effet, plus de 44 degrés à Poitiers, c'est irrespirable. Alors pour échapper à cette vague de chaleur, chacune et chacun cherche à s'abriter au frais. Eh bien moi j'ai un lieu à vous conseiller, le cinéma. Et oui, il fait frais au cinéma, mais alors aller au cinéma c'est bien, y voir de bons films c'est encore mieux. Je vais donc mettre en avant pour l'occasion un film d'animation français nous venant du petit studio Bobby Pills, Jim Queen, réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Attané. Oui, enfin dans cette chronique nous allons parler d'une comédie, ça n'arrive pas très souvent, mais ces temps-ci on en a besoin. Le film raconte l'histoire de Jim, influenceur et icône sexy de la scène gay parisienne, qui voit sa vie basculer lorsqu'il contracte une nouvelle maladie, l'hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels. Il voit alors tout le monde lui tourner le dos à l'exception de son dernier follower, Lucien, un jeune homme pas tout à fait sorti du placard. Ensemble, ils vont partir en quête d'un remède capable de guérir Jim et empêcher l'extinction de l'homosexualité. C'est donc un voyage qu'on nous propose, une aventure où Jim et Lucien vont passer par plusieurs communautés gays. De par le personnage de Lucien qui est lui-même novice dans le milieu, le film se veut très pédagogue. Alors oui, chers amis déjà atteints et atteintes de l'hétérose, ne vous en faites pas. Vous ne serez pas tout à fait hermétique à l'humour du film qui se veut à la fois très spécifique mais également très accessible. Vous aurez donc l'occasion de découvrir plein de sous-communautés telles que les Beers, les Jim Queen, les Twink, les Kiffers, les Puppies, les Gimp, etc., etc. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les rêves pour passer un bon moment et ça, c'est génial. Autre chose très importante, je le précise car la communication du film a créé un flou à ce niveau-là, c'est un film sur la communauté gay et non LGBTQ+. Déjà parce que les réalisateurs partent de ce qu'ils connaissent, mais aussi car c'est justement un des propos du film, la division au sein même de nos communautés, la division entre beers, twink, BDSM, etc., mais aussi entre gays, lesbiennes, trans, etc. Un personnage lance même vers le début du film que les communautés ne se mélangent pas, que Lucien ne trouvera que la lettre G dans les lieux qu'il fréquente, alors que c'est qu'en étant unis que l'on préserve et gagne nos droits.
L'humour joue beaucoup sur le trash et l'autodérision. Vous connaissez peut-être déjà la série animée Les Cassos, créée par le même studio. Donc si cette série, c'est un humour qui vous parle, vous devriez y retrouver. Perso, cet humour fonctionne sur moi, mais également sur la salle dans laquelle j'étais, mais aussi dans la France entière, dont la majorité des retours sont dithyrambiques sur ce sujet. 3 choses pour vous donner envie d'aller le voir au cinéma, 3 autres choses. Le casting de doublage est exclusivement LGBTQ+, à l'exception de Philippe Catherine qui joue une prostate. La méchante est une parodie explicite de Christine Boutin. Et la communauté BDSM, qui enquête aussi sur l'affaire de leur côté, s'appelle la Gestapo. Voilà, donc si vous souhaitez voir Jim Queen, le film est actuellement au cinéma. À Poitiers, c'est au cinéma indépendant Le Dietrich, où vous pouvez le retrouver. Petite précision peut-être nécessaire, qui dit film d'animation ne dit pas forcément film pour enfants. Ici, le film est interdit aux moins de 12 ans. Merci beaucoup Arthur pour Cinémarques sont finis pile poil. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, on passe en quotidienne, enfin en hebdomadaire plutôt. En hebdomadaire, donc dès jeudi prochain à 19h, vous pourrez nous retrouver sur les ondes de Radio Pulsar et ça surtout le long de la grille de l'été et pourquoi pas même l'année prochaine. Mardi prochain, on se retrouve sur Twitch avec Arthur et Jeanne et Yael pour parler de François Ruffin. C'est vrai. Retrouvez le 30 pour info d'ailleurs, très prochainement un post sur Anthony Brottier et ses multiples cumuls de manga. Et tout de suite, écoutez, émission de rock, on va rester sur Radio Pulsar pour... C'est quoi l'émission d'après déjà ? Metal Fury tout de suite sur Radio Pulsar 95.9. Merci pour votre écoute.